En 1995, au niveau national, la grande réussite pour le gouvernement aura été la tenue des élections législatives, locales et présidentielles qui se sont déroulées dans le calme et dans un climat de sécurité. Les élections qui ont mis en place un Parlement Lavalas et un nouvel exécutif Lavalas, mais qui ont été marquées par un faible taux de participation, moins de 50% pour les législatives et locales, moins de 30% pour les présidentielles, et aussi l'abstention de nombreux partis politiques comme le MID, le PAMPRA, le RDNP, le FNCD, etc. Mais les élections présidentielles, selon les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, ont été libres, honnêtes et démocratiques. Elles doivent déboucher le 7 février 1996 à porter un nouveau président à la tête de l'État, mais peut-être pas un nouveau pouvoir. Faire un bilan de l'année 1995, en éclairant particulièrement les réalisations et les manques du gouvernement, c'est évaluer le respect du mandat du 16 décembre 1990. Cette année est celle de la passation du pouvoir et donc celle où il aurait fallu que des bilans des 5 ans soient réalisés à partir du mandat, mais aussi à partir des projets, promesses, programmes de ce gouvernement du 16 décembre 1990. Mais il est certain que la coupure des 3 ans et les conditions du retour à l'ordre constitutionnel rendent toute évaluation générale impossible. Des bilans des 7 mois de février 91 à septembre 91 ont été souvent faits, et ces 7 mois avaient été porteurs d'espoir, de changement à tous les niveaux de la vie nationale, sociale, économique et politique. Promesses qui ont été brisées par le coup d'État du 30 septembre. Au moment du retour à l'ordre constitutionnel, il ne s'agissait pas de continuer, à partir d'un début prometteur, mais de recommencer dans un pays que ces 3 années ont laissé dans une situation de dégradation totale. Le gouvernement constitutionnel s'est donc retrouvé devant une situation économique plus désastreuse qu'auparavant, devant des demandes de justice plus pressantes. Au retour de l'ordre constitutionnel, le souci de l'exécutif a été en tout premier lieu de tenter de mettre tous les secteurs en confiance, en insistant sur l'importance de la réconciliation nationale garante de stabilité. Le président a aussi maintes fois insisté sur le fait que cette réconciliation ne pouvait se concevoir sans justice. Souci de stabilité, souci de sécurité. Le gouvernement a dans les faits démantelé l'armée d'Haïti le 6 janvier 1995 et entrepris de mettre sur pied une force de police nationale. Les questions de sécurité ont d'abord été prises en main par une police intérimaire, puis parallèlement par cette dernière et la nouvelle police nationale encadrée par la force multinationale. Ce dossier a été mené à son terme avec les aspects positifs et les manques que nous verrons aujourd'hui. La question de la réconciliation et son corollaire, la justice, a soulevé beaucoup d'interrogations, a été l'occasion de nombreuses critiques. Si, dans les faits, on a pu constater une certaine stabilité, redonner confiance au secteur, au singulier ou au pluriel, à l'origine ou complice du coup d'État, n'a pas eu les répercussions attendues. Dans le discours sur la réconciliation était sous-entendu le fait qu'une réconciliation entre les possédants et les démunis devait déboucher sur un lavis mignon pour ces derniers. Les nantis acceptant implicitement de favoriser le développement. Sous-entendu encore, développement égale investissement. Mais les résultats ne sont pas encore visibles et les critiques sur la réconciliation tournent autour du thème « Les possédants ont reçu beaucoup de faveurs au nom de la réconciliation, mais ils n'ont rien donné en retour ». Pour l'autre volet du diptyque, la justice, les réalisations positives ne sont pas nombreuses. 2 procès importants liés à des assassinats commis durant le coup d'État, le procès Antoine Isméry et le procès Claudie Museau, ont provoqué frustration et critiques. Des organisations ont même demandé que ces jugements soient refaits. Une commission de vérité et de justice mise sur pied en début d'année doit rendre son rapport bientôt. Mais le travail de cette commission s'est fait parallèlement à des protestations et manifestations contre les faiblesses et la gangrène de l'appareil judiciaire dont la réforme est lente, trop lente, au goût de ceux qui ne cessent de réclamer justice. Depuis un certain temps, des associations, des citoyens ont recommencé à protester contre le fonctionnement de l'appareil judiciaire, comme à Petit-Gouave, avec la libération d'un ancien chef du FRAPP de la zone contre lequel des accusations précises avaient été portées. Il faut reconnaître que globalement, le bilan au niveau de la sécurité est positif. La population ne vit plus dans la terreur quotidienne des inglindos, les gens peuvent circuler. Dans les rues, on ne trouve plus systématiquement des cadavres au petit matin. Mais 2 assassinats spectaculaires
celui de maître Mireille Durocher-Bertin en mars 1995, puis du député Jean-Hubert Feuillet en novembre 1995, ont fait se poser de manière cruciale la question du désarmement qui n'a pas été mené à son terme, et parfois même des interrogations sur le rôle de la force multinationale dans ce processus ont été soulevées. Des fouilles spectaculaires chez Avril, Dardompré, etc., suivies ou non de saisies d'armes, tant à Port-au-Prince qu'en province, dans une atmosphère trouble où la population initiait ou accompagnait la police, avec parallèlement des manifestations dans le sud et surtout au Cap, n'ont pas permis de régler effectivement la question, même de manière temporaire. Suite à des incidents, à Cité-Soleil, des affrontements ont opposé policiers à civils lourdement armés et ces bandits armés ont été dénoncés par la population. Durant l'année 95, deux gouvernements se sont succédés. Installé après le retour à l'ordre constitutionnel, le gouvernement Smarck-Michel a dirigé l'État jusqu'en octobre 95. Le Premier ministre Claudette Werlé lui a succédé en modifiant la composition du Conseil tout en gardant certains titulaires, mais surtout sans grande modification d'orientation, sauf apparemment sur la question de la privatisation. Le grand dossier économique qui a été au centre des activités du gouvernement, Smarck-Michel, qui a été au timon des affaires durant la plus grande période de 1995, a été celui de la privatisation des entreprises publiques. Le gouvernement Smarck-Michel, dès son entrée en fonction jusqu'à son départ en octobre 1995, n'a cessé de prôner cette privatisation, appelée également démocratisation des entreprises publiques. Mais le grand débat national, qui aurait pu déboucher sur une compréhension du problème et sur des décisions acceptées par la majorité, n'a pas eu lieu. Le gouvernement Werlé semble avoir choisi de laisser ce dossier en suspens. Devant le Parlement d'ailleurs, il a été reproché au Premier ministre de n'y avoir pas fait référence dans la présentation de sa politique générale, alors que ce dossier était à la base de la démission du gouvernement précédent. Confronté à des problèmes dramatiques de vie chère, la réponse gouvernementale a consisté en très peu de création d'emplois et une série de petits projets ne pouvant que soulager momentanément les familles les plus démunies, comme distribution de matériel scolaire, de bourses et même de chèques lors de la rentrée d'octobre, subvention à l'importation de certains produits de première nécessité, mais ces projets n'ont pas eu de grandes répercussions. D'autant plus que, parallèlement, les prix n'ont cessé de monter et que même certaines raretés, comme celle du sucre et de la farine, récemment ont pénalisé sévèrement les petites bourses. Au niveau économique, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre attendus n'ont pas été réalisés. La réforme dans l'administration publique, autre dossier important, n'a pas provoqué les remous de 91. Si réforme il y a eu, elle semble donc s'être passée en douceur. Il faut toutefois signaler que les priorités de la réforme de 91 consistaient en des coupures drastiques qui avaient provoqué la mise à pied de nombreux fonctionnaires, alors qu'en 95, il a plus été question d'assainissement au niveau de l'administration publique. Cependant, au sein de ces administrations, beaucoup de revendications se sont exprimées. Revendications salariales, concernant les meilleures conditions de travail, contre les dirigeants, une série de grèves également dans divers secteurs. Hôpitaux publics, École nationale, administration douanière, DGI, bureaux central et bureaux locaux, APN, bureau central et bureaux de province, archives nationales même. Toute l'année, ces grèves en cascade ont paralysé momentanément certains services publics. Dans le domaine de l'éducation, 2 points à signaler. Le travail d'orientation, d'évaluation et de participation entrepris par le Plan national d'éducation, travail aux retombées jusqu'ici positives. Cependant, la campagne d'alphabétisation tant attendue, malgré un lancement officiel, des séminaires de formation et la création de plusieurs centres, n'est pas arrivée à s'implanter réellement. Le dossier de l'université est encore dans l'impasse. Le gouvernement avait lancé, rappelons-le, l'idée d'un symposium, mais l'opposition de responsables de facultés et d'étudiants en avait empêché la tenue. Dernièrement, la crise à l'ENARS est un exemple, tout comme les conflits autour du budget, des divers blocages au niveau de l'université publique. Après la mise sur pied d'un gouvernement de réconciliation avec des représentants de plusieurs partis politiques, les rapports du gouvernement avec le secteur politique se sont crispés après les élections de juin 1995, lorsque les ministres, membres du FNCD et du PAMPRA, ont démissionné pour protester contre le déroulement du processus électoral. Ces partis politiques et d'autres ont également décidé de boycotter les élections jusqu'au présidentiel du 17 décembre. Sur le plan des relations internationales, il faut signaler la présence d'une force multinationale en Haïti qui, à plus d'un titre, a fortement influencé la vie haïtienne. Les rapports diplomatiques de l'exécutif et des gouvernements ont été dans l'ensemble harmonieux avec la communauté internationale. Sur le plan économique, dès janvier 1995, le gouvernement Smarck-Michel, à la réunion de Paris, obtenait un soutien important.
Par la suite, accords de prêt et dons se sont succédés. Début juin 1995, la tenue de la 25e Assemblée générale de l'OEA en Haïti était un geste de soutien manifeste des pays membres envers Haïti. Et les Nations Unies ont récemment, ainsi que de nombreux pays, réaffirmé leur appui à Haïti après les élections présidentielles. Il faut signaler cependant que les congressmen républicains des États-Unis ont de manière systématique menacé de bloquer l'aide à Haïti sur des dossiers divers et récemment ils ont bloqué les fonds destinés à la police suite à des accusations contre cette dernière de violation des droits humains. L'année 1995 se sera aussi caractérisée et se terminera sur un problème grave, la crise d'autorité qui traverse actuellement l'appareil d'État. Du citoyen ne respectant pas les nouveaux panneaux de signalisation et empruntant sous les yeux de la police un sens interdit, aux employés de l'ONA refusant de laisser un directeur nommé par le président prendre ses fonctions, aux délégués départementaux remis en question par la population et obligés de quitter leur région, aux portes des délégations de l'Artibonite et de la Grand'Anse fermées, comme celles de nombreuses administrations publiques, à des produits subventionnés comme le riz et la farine dont les prix montent en flèche par suite d'une rareté anormale, selon les dires du ministre du Commerce lui-même, la crise d'autorité a touché divers secteurs, y compris la police, avec arrêt de travail des membres de l'administration pénitentiaire nationale, la PENA, et démission du responsable Raoul Élysée. L'année 96 sera celle de l'arrivée d'un nouvel exécutif, d'un nouveau gouvernement, qui aura, entre autres problèmes, à faire face à cette question cruciale du respect de l'autorité de l'État. L'année 1995 a été marquée par l'organisation des élections législatives, municipales et sections communales dans tout le pays le 25 juin, le 13 août et le 17 septembre. Des sénateurs, des députés, des magistrats et des CASEC ont été élus par le peuple haïtien. Un pas important vers la continuité de la démocratie naissante. Le 10 octobre, 73 députés à majorité Lavalas élus lors de ces élections prêtent serment. La nouvelle chambre basse se constitue en 6 commissions de travail, formées chacune de 10 députés. Fritz Robert Saint-Paul devient président de la chambre. Un jour plus tard, 17 sénateurs à leur tour prêtent serment. Le 13 octobre, les sénateurs élisent M. Edgar Gardé-Leblanc comme président du Sénat de la République. Il devient ainsi automatiquement président de l'Assemblée nationale en remplacement du sénateur Firmin Jean-Louis. Dans un arrêté présidentiel signé le 16 octobre, le président de la République convoque le corps législatif en session extraordinaire. En Assemblée nationale, la 46e législature se consacre d'abord à la ratification du Premier ministre et au vote de nombreuses lois présentées par l'exécutif. La loi sur les collectivités territoriales, la loi sur la commission de conciliation entre les différents pouvoirs, le budget de la République, la loi organique de différents ministères et la loi sur l'élimination de l'armée d'Haïti. La dite session extraordinaire durera jusqu'à épuisement de cet agenda. De nombreux événements ont marqué la courte vie de la 46e législature en 1995. Durant le mois de novembre notamment, la ratification de la nomination de Mme Claudette Roellé comme Premier ministre en remplacement de M. Smack Michel. Bien que la Chambre basse est constituée à majorité Lavalas, les débats ont été très serrés autour de la ratification du Premier ministre et de sa politique générale. 3 sénateurs se sont abstenus lors du vote. L'un d'entre eux, le sénateur Mehu Garçon, explique sa décision de ne pas voter. On pensait et vote un sénateur doit un vote responsable. C'est pas un vote la poil, il y a un vote personnel. Mais c'est comme un monde pas seulement. Ouais, il n'est pas en question monde pas seulement. Il y a un vote personnel, il y a un vote communicatif, il y a un vote collectif avec un ensemble qui marie ensemble avant, il y a un vote personnel, mais il faut un vote lucide qui chita son position revendicative et qui marie avec intérêt massio, même si il y a bon tout que intérêt ça rejoigne sentiment qui a traversé population pendant période ça. En novembre aussi, la décision du Sénat de la République de bloquer les chèques des sénateurs Sansaric et Dupiton. Refus des députés de valider le pouvoir du député Luc Lindor de la circonscription d'Ansdeno-Iwa.
une validation qui devrait se faire plus tard après enquête de la Chambre. Mais l'événement le plus marquant du mois de novembre pour les parlementaires a été l'assassinat du député Jean-Hubert Feuillet le 7 novembre à Turgeau. Cet acte odieux a suscité la réaction des parlementaires eux-mêmes, celle de la présidence, du gouvernement, de la police nationale, de la MINUA, de la mission civile OEA-ONU et des partis politiques, mais aussi et surtout des foules dans les rues. Au CAI, des rumeurs faisant état de la mort du député Gabriel Fortuné, grièvement blessé lors de cet attentat, rumeurs diffusées par une station de radio de la capitale, ont suscité la colère des habitants des CAI. Des manifestants ont saccagé puis mis le feu à plusieurs maisons et tué plusieurs personnes. Tout cela se passait entre le 8 et le 9 novembre. Ces événements ont suscité aussi une opération de désarmement à travers le pays où la participation des citoyens a créé des remous, notamment au Cap et au Gonaïves. Des funérailles nationales ont été chantées en mémoire du député Jean-Hubert Feuillet. Outre ces événements, le Sénat a voté 2 projets de loi sur les collectivités territoriales et la commission des conciliations et entamé des débats intéressants sur le budget, entre autres. Les sénateurs ont ratifié les actes du gouvernement de la République, donné décharge de leur gestion aux anciens ministres qui en ont fait la demande. La loi sur les collectivités territoriales est encore en discussion à la Chambre. Le Sénat a écrit au département d'État pour exiger la restitution de 60 000 pages de documents saisis par les soldats de la force multinationale. Installation aussi au cours de cette année de 133 administrations communales à travers le pays. Les 6 mois d'administration des cartels communaux ont été marqués par le symposium des maires. 2 éléments importants l'ont dominé. Leur tentative de se confédérer pour faire face au pouvoir central et la lutte contre l'absence de ressources au niveau local. Le maire de Milo, Moïse Jean-Charles, a anticipé sur le processus de décentralisation. Jamais. Bon, si tu as posé une question côté comme ça, je ne vais pas parler. Pourtant, régulièrement, nous payons. Mais effectivement, nous ne pouvons pas côté de l'argent, ça va aller. Je dis, n'a pas le travail normalement pour nous voir si nous avons un parti dans la commune. Déjà, nous pouvons parler, puisque il y a une loi collectivité territoriale qui va voter pour déterminer l'autonomie maire, et effectivement, tout bon vrai. Mais nous, en attendant, nous pouvons essayer d'aller plus en avant. Parce que nous sommes dans l'État qui est censé centraliser. Well, nous-mêmes, nous commençons déjà à annoncer la décentralisation. Et il y a une question de poser. Nous disons que là, nous avons une campagne, là, nous avons des promesses, nous avons fait. Oui, effectivement, promesse nous avons fait, nous avons dit que c'est Graisse Cochon qui pour tout cochon. Premier bagage nous avons fait, c'est pour tout bagage qui est au service communautaire, qui pour le service communautaire qui là, et qui passe service communautaire pour mettre au service communautaire. Nous ne pouvons pas se parler, mais ça le 13 août. Et depuis 3 jours, nous avons déjà un contrôle citadelle là en partie. Seul bagage, et pas ça seulement, il y a l'autre bagage encore tout. Un litige entre Kaplim et Mano Chalmaille allait débuter la vie communale à Port-au-Prince et un différend entre les maires Noséus et Erilus à la commune de Delma. Le maire Emmanuel Chalmaille a beaucoup fait parler de lui au cours de cette année 95 en relevant de nombreux défis tels le démolissement avec l'aide du FAES et des travaux publics des maisons construites anarchiquement sur les canaux d'irrigation de la Saline et celui des restaurants du Champ de Mars. Palais des Poulets devenait en 95 la place des artistes. À Carrefour, des individus armés ont pillé et mis le feu dans la section des archives de la mairie. Dans le reste du pays, les maires et les casecs ont beaucoup élevé la voix pour réclamer la décentralisation prévue par la Constitution de 1987. Les maires de 128 communes ont demandé au pouvoir exécutif de proposer au pouvoir législatif de voter une subvention budgétaire globale de 499 800 000 goudes aux communes non autonomes de la République. Les maires ont fait diverses autres propositions au cours du symposium 95. Beaucoup de choses restent à faire durant cette année nouvelle. L'une des plus importantes est le vote de la loi sur les collectivités territoriales. Cette loi donnera naissance aux assemblées territoriales et poussera
la décentralisation jusqu'aux plus petites entités administratives. Si la communauté internationale a facilité en grande partie le retour à l'ordre constitutionnel en Haïti, elle a encouragé également l'application du programme d'ajustement structurel et la privatisation des entreprises publiques. Sous l'instigation de certaines institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale, l'État haïtien a eu tendance à se désengager sur le plan des investissements. Donc, l'année 1995 a été aussi en Haïti sur le plan économique l'année du bras de fer entre le gouvernement et une grande partie de la société civile sur la question de la libéralisation des actifs du secteur public. Depuis août 1994, lors de la réunion de Paris, la communauté internationale exigeait du gouvernement haïtien que l'État se retire complètement de l'économie pour jouer uniquement le rôle d'arbitre et de régulateur de marché. Face aux exigences de la globalisation du marché mondial, accompagnées d'une orientation renforcée vers l'initiative privée, 9 entreprises d'État ont été ciblées en vue d'être privatisées. Ce sont l'EDH, la Minoterie d'Haïti, le Ciment d'Haïti, la Téléco, l'ENAOL, l'APN, l'aéroport de Port-au-Prince et 2 banques d'État, la Banque nationale de crédit et la Banque populaire haïtienne. Des entreprises drastiquement différentes dans leur histoire et leur vocation. Afin de renforcer cette démarche vers la privatisation, le gouvernement a créé en juillet 1995 l'Unité de démocratisation des entreprises publiques, l'UDEP, une institution haïtienne rattachée à la primature qui travaillait de concert avec la Société financière internationale, elle-même issue de la Banque mondiale, en vue d'évaluer l'état des entreprises publiques d'Haïti. Un spécialiste des questions de la privatisation, M. Ernst Exeus, a été choisi au cours de l'année 1995 comme directeur de l'UDEP. Démocratisation ou bien privatisation. L'organe des processus ça qui commençait, qui même commençait avant, un peu avant que le mur de Berlin est tombé, pouvait faire presque pas une frontière commerciale qui existait dans aucun pays pour que moun ka entre acheter, tout moun ka entre sorti dans toute frontière. Chaque pays adoptait un thème dans la privatisation qui allait avec eux. Et thème nan exprimer qui ça a cherché là-dedans. En Haïti, ou gagne un système qui évoluait depuis 150 années, que majorité population pas gagné majorité biens et services que pays a bail. Donc, si ou pas assurer que le processus de privatisation fait un pile monde qui pas participer dans l'économie en participer, privatisation n'est pas bon. Pour le Premier ministre d'alors, Smack Michel, la privatisation des entreprises publiques était incontournable à cause des 64% du budget de fonctionnement de l'État qui dépendait de l'aide externe, une aide qui comportait également des exigences. Pour M. Exeus, le gouvernement était forcé de négocier le couteau sous la gorge. Pourtant, le gouverneur de la Banque centrale, lui, M. Leslie Delatour, un des artisans du plan dit de Paris, s'était une fois de plus constitué en avocat du diable. Il est évident que le monde a changé. Et il n'est donc pas surprenant que les acteurs politiques haïtiens, que yo même tout, que yo évolué avec leur temps. Et est-ce que gen moun qui dit bon, ou même ou vin pi sensible à la question de bail social yo, peut-être c'est une façon de le voir. Peut-être que tout simplement, moi, manifester de manière plus explicite ce qui était toujours moi-même une préoccupation, que le libéralisme économique dans un pays comme celui-ci, c'est aussi la meilleure manière de garantir la protection des plus faibles et de procéder réellement à une forme de redistribution fondamentale. Cependant, à part les diverses protestations formulées de part et d'autre, le petit grain de sable dans les rouages de la privatisation est venu de la présidence elle-même, de concert avec la télévision nationale, lorsque le président Aristide a déclaré au Palais national le 24 août 1995, sous la pression de plusieurs organisations populaires, qu'il n'avait signé aucun accord avec le FMI. Cette déclaration d'Aristide allait mettre Smack Michel dans une situation difficile par rapport à la population et face à son propre cabinet ministériel.
Ainsi, le 15 octobre 1995, le jour même de la visite du vice-président des États-Unis en Haïti, M. Al Gore, et 24 heures avant l'ouverture des appels d'offres par l'UDEP sur la minoterie et le ciment d'Haïti, Smack Michel démissionna de son poste. Avec le dossier de la privatisation, plusieurs organisations populaires ont vu le jour au cours de l'année 1995. Citons par exemple le collectif contre le FMI, le comité anti-privatisation CAP, la NAFCO et la plateforme plaidoyer contre la dette. Dans plusieurs régions du pays, la mobilisation contre la politique de l'ajustement structurel et de la privatisation a été intense, que ce soit à Port-au-Prince, à Jacmel, dans l'Artibonite et au Cap-Haïtien. Si avec la démission de Smack Michel à la tête du gouvernement, le processus de démocratisation des entreprises publiques s'est nettement ralenti, cette question demeure quand même un dossier important que Mme Claudette Werley, au cours de sa déclaration de politique générale, n'a pas pu écarter. Mais le manque de précision de la part de Mme Werley par rapport à la privatisation a suscité de nombreuses questions chez les parlementaires. Ce dossier devra d'une façon ou d'une autre être abordé par le prochain gouvernement sous la présidence de M. René Préval en 1996. En effet, le président élu avait au micro de Radio Haïti évoqué la question de la privatisation. La privatisation, c'est un aspect de la modernisation des appareils de l'État, des entreprises d'État. En 1990, je subi des pressions très fortes pour me privatiser. En 1990, nous avons des entreprises qui ont marché. Entreprises, il faut être rentabilisé dans le dialogue. Coup d'État après le dimanche, j'étais à la minoterie mangeant avec les ouvriers. Nous réunissons direction minoterie, nous réunissons direction ciment d'Haïti, nous réunissons cadre, nous réunissons syndicats pour nous dire mes situations. Entreprise ça fait pour rapporter l'État, il y a perdu du cob. Il n'y a pas le fermer parce que ce n'est pas nous qui avons subventionné, c'est international qui a subventionné. Si on continue de travailler comme ça, il y a fermé. Il y a fermé. Le bilan économique de l'année 1995 a été marqué en Haïti surtout par trois grands aspects. D'abord, l'effort du gouvernement, depuis le retour de la démocratie, à relancer l'économie. Ensuite, la question très controversée de la privatisation des entreprises publiques, qui est en fait une partie d'un projet global d'ajustement structurel. Et troisième volet, la vie chère, liée certainement à la chute de la production nationale et à la décote de la gourde. Donc, ces trois aspects de l'actualité économique en 1995 avaient, durant toute l'année, suscité autant de discussions que de manifestations de rue. Disons tout de suite que c'était le gouvernement du Premier ministre Smack Michel qui avait, de janvier à octobre 1995, défini l'importance de la relance suite à la dégradation de l'économie accentuée avec les 3 ans du coup d'État militaire. Dans le cadre de cette relance, la communauté internationale, durant l'année 1995, avait décidé d'éliminer une partie de la dette extérieure d'Haïti, équivalent à 75 millions de dollars US, et également d'aider par un prêt de 31 millions de dollars américains sur une durée de 12 mois le gouvernement de Smack Michel à payer les arriérés de la dette. De plus, des institutions comme la BID, la Banque mondiale, le PNUD et l'USAID ont financé des travaux à haute intensité de main-d'œuvre à travers le FAES, le PADF et l'UCG, pour une valeur de 2 596 500 dollars américains. Donc, la relance devrait s'accompagner d'un assainissement des finances publiques et par des mesures d'accompagnement de l'État. Écoutons à ce sujet le Premier ministre Smack Michel. Mesure ça a été déterminé dans pile discussion parce que ou besoin refaire code d'investissement, ou besoin refaire code du travail là, ou besoin refaire un bon bagaille, qu'on pas gain temps physique qu'on y a pour faire pour gain temps paré pour demain matin. Mais n'a pour retirer ça qui pi paraît goulot d'étranglement yo qui pour permettre que moun yo vienne investir. Après les moun dixième nan vienne investir. Faut le connaître dans qui conditions la vienne investir. Donc faut l'ouvrir chambali pour le capable dans qui conditions la vienne investir, qui garantit que le capable gagner, la vienne investir. Ça c'est pour décret que nous prenons. C'est pas cadeau, c'est des mesures d'ouverture de l'économie qui pour permettre que le secteur privé vienne investir, que c'est le secteur privé qui ici a, que c'est le secteur privé qui l'autre bord. Au mois de mai 1995, le gouvernement de Smack Michel a organisé durant une semaine un symposium économique dans le cadre de la relance. Ainsi, le secteur privé haïtien était au grand complet. À cette occasion, 4 ports du pays ont été accordés à des hommes d'affaires haïtiens comme Meuse, Brandt, Bidio et Zurich. De plus, le président Aristide avait auparavant créé une commission présidentielle composée en majorité d'hommes d'affaires haïtiens, dont l'industriel Jean-Édouard Becker est le président.
L'un des rôles de cette commission était de garder un climat serein et stable entre le gouvernement et le secteur privé haïtien. L'une des suggestions que l'on faisait au niveau de l'Association des industries d'Haïti et au nom du secteur privé, c'était de structurer, d'institutionnaliser le dialogue secteur privé-secteur public. Le président a formé la commission présidentielle, qui est composée de 15 membres du secteur privé, de 6 membres du secteur public, avec le Premier ministre comme observateur. Ceci dit, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Notre mandat était très large. Faire des recommandations et des suggestions au gouvernement, dans le domaine naturellement de l'économie. Il nous a fallu d'abord définir notre agenda. Il a fallu d'abord identifier quels étaient les obstacles, quelles étaient les contraintes à l'investissement, à la croissance économique. Et à l'occasion de ce symposium, nous avions présenté au gouvernement plus de 8 projets de loi. Je crois que 6 d'entre ces projets ont été adoptés par le gouvernement. Et nous avions aussi formulé toute une série de projets, de mesures d'accompagnement pour encourager la reprise du secteur industriel, surtout le secteur porté vers l'exportation. En dehors de l'aide internationale et des facilités accordées aux investisseurs privés, le gouvernement de Smack Michel avait beaucoup misé sur les recettes fiscales provenant de la DGI. En effet, pour le seul mois d'août 1995, 1,5 milliard de gourdes étaient encaissés à la DGI, sans omettre les réformes administratives opérées et la mise sur pied de l'unité de contrôle et de gestion fiscale créée en septembre 1995. La libéralisation des prix, la suspension des tarifs douaniers, le retrait du plafond sur les taux d'intérêt, les projets d'installation de zones franches, l'élimination des franchises et la fin des monopoles ont été à l'ordre du jour dans le cadre des débats sur la relance économique en 1995. Mais en dépit de tout, la relance s'est fait attendre et dans le cadre de la politique générale du Premier ministre Claudette Werlé, la relance économique devenait encore une inquiétude. Relance économique, privatisation des entreprises d'État, l'année 1995 est marquée aussi par la question de la cherté de la vie. Que ce soit le gouvernement, les organisations populaires, les syndicats ou les organisations paysannes, tous ils ont fait ressortir à travers notes de presse et conférences leurs inquiétudes face à l'augmentation du coût de la vie. Au mois de décembre 1995, une grave pénurie de produits de base avait frappé les consommateurs. La grosse marmite du sucre blanc passe de 30 gouttes à 70 gouttes, d'autant plus que ces produits devenaient rares sur le marché. Rareté artificielle a déclaré le ministre du Commerce Roger Pérodin devant le Sénat de la République. Toutefois, cette pénurie de produits de première nécessité a illustré clairement le laxisme du gouvernement de Mme Werlé face aux questions de la vie chère. Si pour le ministre Pérodin, d'une part, la question de la vie chère est liée à la dégradation de la production nationale ajoutée à la décote de la gourde, elle est le résultat, d'autre part, dit-il, de la spéculation de certains commerçants qui continuent à stocker les marchandises malgré les franchises accordées par l'État, commerçants, importateurs et grossistes. Si en janvier de l'année 1995, le peuple haïtien avait cru que le retour à l'ordre constitutionnel, après les 3 ans du coup d'État militaire suivi de l'embargo, allait baisser le coût de la vie, en décembre de cette même année, les gens continuent à exiger aux responsables de l'État de prendre des mesures adéquates relatives au prix du carburant, au prix du sucre, de la farine et du riz, sans oublier les manifestations contre la scolarité des écoles privées, que ce soit au Cap-Haïtien ou à Port-au-Prince, organisées par l'Association des élèves Nord et par la Fédération des élèves patriotes. Au Palais national, le 19 décembre 1995, lors de la remise de la lettre de créance de l'ambassadeur d'Argentine en Haïti, le président Aristide a déclaré « Si les Haïtiens n'ont pas encore manifesté contre la misère, c'est parce qu'ils sont intelligents ». Et le chef de l'État d'ajouter qu'ils allaient prendre des décisions rapides en vue de lutter contre la vie chère. En réalité, depuis mars 1995, le gouvernement avait déjà mis des structures en place pour tenter de diminuer le coût de la vie. Les petits projets de la présidence créés au Palais national visaient dans l'immédiat à résoudre les problèmes les plus urgents de la population. Sans compter les petits projets de la primature, les bureaux de doléances dans certains ministères, le projet Rebâti Haïti, la subvention des manuels scolaires, la distribution des fournitures classiques, les 90 000 bourses dispensées aux familles démunies et les transports publics pour les élèves n'ont pas réussi à alléger le poids de la vie chère. Quant aux magasins et aux restaurants communautaires, la vente de du riz jumbo, les grognes arrivent de ça et là sur le mode de gestion de ces initiatives. Dans Livio, l'État a dépensé 75 millions de goudes pour subventionner 137 manuels scolaires, c'est-à-dire 1 200 000 livres. Non, excusez-moi, 2 500 000 livres. La fourniture classique, l'État a dépensé 43 millions de goudes. La bourse, l'État a dépensé 80 millions de goudes. Le mobilier scolaire,
l'État a dépensé 15 millions de goudes. La réhabilitation d'écoles avec FAES, avec Unité centrale de gestion, l'État a dépensé 22 millions de goudes. L'autobus, l'État a dépensé 45 millions de goudes. Et là, je dit, la contribution scolaire là, l'État a dépensé 90 millions de goudes. Au total, ça donne 370 millions de goudes. Donc, la vie chère pour la rentrée scolaire du mois d'octobre 1995, mais la vie chère aussi dans le monde rural. Pour les paysans de la Tibonite, du plateau central ou de la Grand'Anse, la question de la vie chère est liée surtout à la contrebande et à l'importation des manger pépés. Dans les prises d'opposition du collectif contre le FMI, de la coordination de résistance de la Grand'Anse, le COEGA et les TKL, cette vie chère est liée à la dépendance économique du pays. À Fondois, à l'Esther par exemple, à Jean Rabel et à Papaye, les organisations paysannes s'insurgeaient contre les projets de développement rural financés par les organisations internationales comme le PADF et l'OIM. Autre facteur de la vie chère également, la dévaluation de la monnaie nationale. En effet, le taux du dollar a varié durant l'année 95 entre 14 gouttes et 17 gouttes en moyenne. Mais le plus haut taux de référence constaté durant l'année 1995 par la Banque centrale s'élevait à 270%, soit 18 gouttes 51. C'était un jeudi 16 novembre, 2 semaines après la démission de Smack Michel comme Premier ministre du gouvernement. Cette montée du dollar allait forcer la Banque centrale à puiser dans les réserves de l'État haïtien pour éviter une catastrophe de la gourde et une inflation colossale. Si la hausse du dollar a des conséquences énormes sur l'importation et l'achat des équipements, que ce soit pour l'État haïtien que pour le secteur privé, elle a des conséquences aussi sur les prix des maisons ou des appartements à louer ou à affermer. Ce que le directeur de la DGI, M. Jocelyn Privert, a dénoncé à maintes reprises, car durant l'année 95, les transactions immobilières en dollars deviennent de plus en plus fréquentes. Sur 48 000 licenciés dans les factories, 1 millier environ a pu recommencer à travailler durant l'année 95. Le chômage devient de plus en plus crucial. De temps à autre, les Haïtiens commencent à reprendre la mer pour aller vers Miami. Le 29 novembre 1995, par exemple, environ 527 boat people ont été rapatriés à Port-au-Prince par les gardes-côtes des États-Unis. Chiffre considérable au niveau des rapatriements depuis l'année 1981, sans omettre les nombreux cas d'accidents survenus dans le cadre des voyages clandestins. Augmentation graduelle des produits de première nécessité, croissance du chômage, hausse du dollar et dévaluation continuelle de la gourde, incapacité de l'État à faire baisser le coût de la vie, c'est en résumé le problème de la vie chère durant l'année 95 en Haïti. Au cours des élections présidentielles de décembre, un fort taux d'abstention a été observé. Certains disaient que c'était à cause des 3 ans réclamés par les partisans du président Aristide. D'autres prétendaient que c'était à cause des 5 ans. Cependant, beaucoup d'électeurs ont fait savoir que la maigre participation des gens aux élections de décembre est due en quelque sorte à la vie chère. En 1995, au niveau national, la grande réussite